Rachida Dati est notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Je vais commencer par des sujets nationaux avant de parler de Paris. La réforme des retraites avec une nouvelle journée de manifestation aujourd'hui. Cette réforme par points. Est-ce que vous demandez le retrait de cette réforme? Aujourd'hui d'ailleurs, le groupe Les Républicains présidé par Damien Abad ont demandé le report de l'examen du texte qui a été présenté et qui sera présenté. Parce que d'abord, il n'y a pas l'aspect financier. Vous ne pouvez pas présenter une réforme ou un texte de loi, une proposition de loi, sans qu'il y ait le volet financement. Vous ne pouvez pas faire une réforme sans savoir combien ça va coûter. Et donc, ma famille politique a demandé à ce que l'examen de ce texte soit totalement différé en attendant les conclusions de la conférence de financement. Conférence de financement voilà. Qui ouvre demain, d'ailleurs, Exactement. en parallèle, un peu avant, d'ailleurs, l'examen du texte à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, même les syndicats ont dit on ne peut pas débattre d'un texte pour lequel on n'a pas encore les conclusions sur le financement. Il y aura le débat, puis il y aura le vote. Donc, en fonction de ce que dit la conférence de financement, mais généralement, votre groupe pourra voter ce texte ou pas, oui, si j'ai bien compris. Monsieur Bourdin, généralement, j'ai été garde des Sceaux, quand vous portez un texte, vous proposez des choses dans une proposition de loi ou dans un projet de loi, mais il faut toujours qu'il y ait un volet financement. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous allez voter un texte dont on ne connaît pas combien ça va coûter aux Français. Donc c'est pour ça que le volet financement est extrêmement important. Donc manifestation nouvelle à Paris, notamment. Est-ce que, comme les membres du gouvernement, vous refusez de parler de violence policière ? D'utiliser le mot, l'expression violence policière? Je vais vous dire... Oui, moi je trouve que violence et policière, ça va pas ensemble. On a une police républicaine. Vous savez, moi j'ai été magistrat, j'ai été garde des Sceaux, j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur en étant la conseillère de Nicolas Sarkozy. J'ai un infini respect pour nos forces de sécurité. Je peux vous dire que si nous sommes en liberté, si nous vivons en sécurité, si nous pouvons vivre les uns avec les autres, c'est aussi grâce à eux. Donc moi, je refuse évidemment cette expression. Il peut y avoir des dérives individuelles qui sont sanctionnées. Vous savez que la police est... Elles sont sanctionnées ? Bien sûr, c'est un des corps les plus contrôlés qui existent. D'ailleurs, la police est beaucoup plus contrôlée que les magistrats. Et donc, moi, je trouve que c'est un peu facile effectivement, de les ramener, de les réduire à quelques dérives qui sont poursuivies, pour lesquelles il y a des enquêtes judiciaires, parce que certains contestent même les enquêtes IGPN, mais il y a des enquêtes judiciaires. Et le travail des policiers est sous le contrôle du procureur de la République. Et le Rassemblement national, certains membres du Rassemblement national et la France insoumise dire nous vivons dans un pays au bord de la dictature, dérive autoritaire, enfin toutes ces expressions sont employées. Que répondez-vous ce matin? Moi, je vais pas commenter. Est-ce que nous vivons dans un pays non, mais moi, je vais pas commenter. Sous dérive autoritaire, si je puis dire? Monsieur Bourdin, je ne vais pas commenter des propos excessifs. Nous sommes encore dans une démocratie, les gens peuvent encore voter. Ce qui est aujourd'hui très mis à mal, quand on voit toutes ces actions violentes, de plus en plus violentes, on dit c'est minoritaire, mais les actions sont extrêmement violentes. Ça veut dire que la démocratie va mal. Et donc, tous les politiques, tous les corps intermédiaires, tous les syndicats, toutes les organisations, et le gouvernement en premier lieu, on a tous une responsabilité. Parce qu'à un moment donné, il faudra pacifier tout ça. On ne peut pas être spectateur tous les jours d'actions de plus en plus violentes, y compris contre nos policiers. Est-ce que vous demandez le départ, comme certains le demandent, du préfet de police de Paris? Non. Moi, je n'ai jamais demandé le départ de qui que ce soit, mais s'il y a des responsabilités, effectivement, on peut demander des explications. On peut effectivement se rencontrer. C'est ce que moi je fais. Vous savez, moi je travaille main dans la main avec le préfet de police, notamment depuis qu'il y a les manifestations de Gilets jaunes, parce que j'essaye évidemment de protéger les habitants du 7e. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est seul, mal aimé et incompris? Le sujet, c'est pas Emmanuel Macron. Je pense que son gouvernement est un peu plus qu'en difficulté. Je pense qu'il y a un problème, sans doute, il y a sans doute de bons techniciens, mais pas forcément des bons politiques. Et c'est peut-être ça qui manque. C'est-à-dire que, sans doute dans ce gouvernement, il est peut-être nécessaire d'être plus ouvert, moins brutal, moins définitif, moins péremptoire. Je dirais même parfois moins arrogant. Donc le sujet aujourd'hui, franchement, la responsabilité, c'est quand même le Premier ministre. Je pense que le Premier ministre doit tendre la main, doit remettre tout le monde autour de la table. C'est plus son rôle. qu'Emmanuel Macron. Oui, c'est le chef du gouvernement. Beaucoup plus le chef du gouvernement que le président de la République. Bon, Rachida Dati, le meurtre de Sarah Halimi. J'en reviens à Emmanuel Macron qui, à Jérusalem, jeudi dernier, a évoqué la décision de la Cour d'appel de Paris, qui a déclaré pénalement irresponsable le suspect du meurtre de Sarah Halimi, tué en 2017.
est-ce qu'il aurait dû intervenir? Tout d'abord, je voudrais... J'ai vu les principaux magistrats qui ont rappelé l'indépendance de la justice, à juste raison. Parce qu'on considère qu'on ne doit pas commenter une décision de justice. Oui. Donc, vous savez, en son temps, Nicolas Sarkozy avait été... il disait, les commentaires d'arrêt ou de décision de justice, c'est bien des commentaires de décision de justice. Le sujet ici est beaucoup trop grave pour que on puisse être sur l'écume des choses. Le sujet de l'affaire Sarah Halimi, moi j'avais pris mes responsabilités quand j'étais garde des Sceaux, puisque quand il s'agissait de retenir la circonstance aggravante d'antisémitisme, je l'ai toujours fait. Et quand j'ai été sollicité, je l'ai fait, par des instructions, notamment au parquet. Dans ce cas-là, vous savez que c'est moi qui ai changé la loi sur l'irresponsabilité pénale. Pourquoi? Parce que j'ai été choquée. Il y avait eu, vous voyez, on n'avait pas préparé, je ne pensais pas que vous alliez me parler de ce sujet. Cette infirmière. Non, c'est pas préparé. Mais non, c'était pas dans l'actualité. Là-dessus, on est très clair. Oui, que les choses soient claires. Oui, non, mais on a toujours été. C'est pour ça que j'aime faire votre émission. Vous vous souvenez de cette infirmière de Pau qui avait été décapitée, bien sûr, par un individu, et on l'avait déclarée irresponsable. Et elle l'avait déclarée irresponsable. Attendez. Et il s'était retrouvé dans la ville de Pau, et la famille, notamment le mari et les enfants de cette infirmière, l'avaient croisée dans la ville de Pau. Et ils avaient été choqués, ce que je comprends. Donc j'avais demandé à ce qu'on change la loi. Et j'ai changé la loi pour qu'il y ait quand même un procès. C'est-à-dire que l'irresponsabilité pénale est maintenue, mais qu'il y ait un procès pour les victimes. Est-ce que le président de la République... Pour terminer. Parce qu'à l'époque, pourquoi j'ai été attaquée? Parce que moi je voulais qu'on aille un peu plus loin, pour qu'on puisse quand même avoir un jugement. Et on m'avait dit, c'est vrai que notre organisation judiciaire, on ne juge pas les fous. Et c'était comme ça que j'avais été attaqué en disant on ne peut pas juger les fous dans notre société. Pardon, je résume tel que ça avait été présenté. Aujourd'hui, que le président de la République, dans des circonstances particulières, puisse l'évoquer, il n'a pas remis en cause l'indépendance de la justice, à mon sens. Donc vous comprenez ce qu'il a dit. Vous auriez pu dire la même chose. Peut-être pas dans ces termes, mais il a été interpellé, il a répondu à un sentiment... parfois d'incompréhension et d'émotion qui peuvent être entendues. Oui, voilà. Gros consommateur de cannabis, bouffée délirante... voilà pourquoi il est déclaré irresponsable pénalement, le suspect. Parce que le droit est fait ça ainsi. Vous choque? Franchement, dans cette affaire. Pour avoir été magistrat et garde des Sceaux, c'est-à-dire que ça voudrait dire... Alors, ça veut dire que... Comment on fait? On juge les fous? On juge ceux dont les expertises... Attendez. Les expertises ont conclu à l'irresponsabilité au moment des faits. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on dit on a des expertises et on n'est pas lié par les expertises. Dans ce cas-là, il faut changer fondamentalement le droit et notre tradition juridique. Voilà. Bien, Rachida Dati, je vais vous parler de Paris, je vais vous parler de vous, mais Paris, dernier sondage, 23% pour Anne Hidalgo, 20% pour vous, 16% pour Griveaux, 14,5% pour Béliard, David Béliard, Europe Écologie Les Verts, et 10% pour Cédric Villani. Sondage encourageant, vous dites on va gagner Paris, mais vous ne pourrez pas gagner Paris seul. Est-ce que vous prévoyez au second tour des alliances, ou après, puisqu'il y a 3 tours à Paris, des alliances avec d'autres listes? Monsieur Bourdin, j'étais venu présenter ma candidature sur votre plateau. Oui, je me souviens très bien. Personne n'y croyait. Beaucoup ne voulaient même pas qu'on présente une candidature LR à Paris. Mais qui ne voulait pas? Y compris dans ma famille politique, parce que tout le monde avait été traumatisé. Il y a des divisions chez vous. Non, c'est pas une histoire de division. Ils ont été traumatisés par les élections européennes. Moi, je n'ai jamais bougé. Moi, je n'ai jamais trahi ma famille politique, je n'ai jamais trahi mes valeurs et mes convictions. Et je pense aussi, moi, ça faisait 1 an que j'étais sur le terrain, j'ai bâti mon projet pour lutter contre l'insécurité à Paris, pour lutter contre la saleté, pour favoriser une mobilité et pas une anarchie, pour évidemment se réapproprier notamment les bois dans le cadre d'un programme écologique, de pouvoir assainir les finances de Paris. Ce projet, il a été entendu, il est audible. Qu'est-ce que démontre ce sondage? Il démontre, c'est un indicateur, c'est pas une élection. Ça démontre quoi? D'abord, que la droite et le centre existent à Paris. Ça, c'est le premier point. Le deuxième chose, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que je suis une alternance et une alternative crédible et déterminée à Anne Hidalgo. Parce que Madame Hidalgo ne peut pas échapper à son bilan. Vous avez vu l'état de Paris, explosion de la délinquance, une saleté phénoménale. On parle de pollution. Paris n'a jamais été autant pollué. Madame Hidalgo a créé les embouteillages de jour
et de nuit. Et maintenant, avec l'annonce qu'elle a faite hier de supprimer 60 000 places de parking à Paris, mais elle va créer la paralysie. Mais que veut-elle ? C'est-à-dire que Paris n'est pas assez dégradé. Est-ce qu'elle a pensé, Monsieur Bourdin, vous croyez que la voiture est un luxe ? J'écoutais ce matin vos auditeurs. La voiture n'est pas un luxe pour un certain nombre de Parisiens. Ceux qui sont à mobilité réduite, les personnes âgées, les familles, les artisans, les commerçants. Vous croyez que vous mettez vos parents âgés sur un guidon de vélo, vos enfants ? Vous croyez que l'artisan va mettre sa caisse à outils sur une trottinette ? Mais c'est insensé. Alors on va parler de la voiture, on va parler de vos projets, Rachida Dati, mais tout de même, j'ai posé une question, vous m'avez pas répondu. Est-ce que au second tour ou au troisième tour, une alliance sera indispensable? Moi, Monsieur Bourdin. Oui ou non? Moi, j'ai du respect pour les Parisiens. J'ai du respect pour les valeurs que je porte. D'abord, on fait une campagne de premier tour. C'est une campagne de projet. Mais le respect, c'est aussi de dire ce que vous ferez après. Oui, mais c'est pas. Vous savez, il y a pas si longtemps. Enfin, je dis ça comme ça. Mais attendez, il y a pas si longtemps. Si j'avais dit ça, donc alors, on fait une alliance. Qui est le candidat pour la mairie de Paris? Si on avait dit ça il y a quelques mois. Est-ce que vous serez obligé? Vous serez obligé. Mais avec qui? Vous serez obligé. Mais bien sûr. Est-ce que je dis le contraire? Oui, vous dites oui. Je m'allierai au second tour et au troisième tour. Ou au troisième. Mais on s'alliera sur un projet. Sur un projet. Mais avec qui vous pourriez vous allier? Mais avec qui? Pour l'instant, je ne vais pas m'allier avec le projet de Madame Hidalgo. Oui, ça j'ai bien compris. Voilà. Ça j'ai bien compris. Et puis j'attends le projet des autres. Donc vous pourriez vous allier avec Griveaux, par exemple. Non, moi ou je avec souhaite. Villani, s'il va au bout. Mais Monsieur Bourdin. Ou avec Béliard, peut-être. Mais Monsieur Bourdin, vous les interrogerez. Non, mais je vous pose la question. À vous, pas à eux. Pour l'instant, moi je vais vous dire, peut-être qu'ils s'allieront à mon projet. Parce que pour l'instant, mon projet. Vous êtes prêt à les accueillir? Mon projet. En tous les cas, ça le démontre, adhère à mon projet. Si entre les deux tours, Griveaux dit moi je préfère Dati à Hidalgo, vous accueillez Griveaux sans problème. Moi j'accueille ceux qui adhéreront à mon projet, qui est celui, celui voulu par les Parisiens. Vous dites oui, donc disons clairement les choses, vous aimez bien, mais je vous engueule pas. Non mais pourquoi? Disons clairement les choses. Monsieur Bourdin, oui, au second tour, si est derrière moi, sur mon projet, s'il vient me rejoindre, je l'accueille. Juste une seconde. Non, parce que moi, je fais pas de la combine, je prends pas une élue socialiste et une élue de droite et une élue centriste, une élue d'extrême gauche. De la combine, mais dans le 15e arrondissement. Je fais pas du débauchage. C'est la clarté dans le 15e. C'est la clarté. Oui. C'est la clarté. Voilà, c'est la clarté. Qui est votre candidate dans le 15e? Agnès Evren, qui a pris ses responsabilités, qui est présidente de la fédération. N'était-ce pas elle qui s'engageait à ne pas être candidate? La question bien téléphonée. Mais pas bien. Je vais vous dire la vérité, monsieur. Parce que c'est effectivement l'argument. C'est un petit argument. Mais bien sûr, elle s'en est expliquée. Elle s'en est expliquée et moi-même, je m'en suis expliquée. Quand il s'est agi d'avoir un candidat dans le 15e arrondissement, monsieur Goujon a dit « Je ne peux pas prononcer le prénom et le nom de Rachida Dati pour être maire de Paris. Ça m'est insupportable. » Voilà ce qu'il a dit. Et donc, nous, on a dit il ne faut pas que les électeurs du 15e soient privés d'une candidature, les Républicains, pour la mairie de Paris. Donc, j'ai demandé à Madame Evren de pouvoir présenter sa candidature en sa qualité de présidente de fédération. Donc, elle a refusé. Goujon n'est plus les Républicains, quoi. En tous les cas, il n'a pas été investi les Républicains pour mener la campagne dans le 15e. Est-ce qu'il faut l'exclure du parti? Moi, je ne suis pas pour les exclusions. Moi, je n'ai jamais été là-dedans. Je ne comprends plus rien. Donc, non, c'est les investitures. Une candidature LR, mais tout ça sont des magouilles politiques non, monsieur Bourdin, arrêtez, ne caricaturez pas. Ne simplifiez pas. Mais je ne simplifie pas. Non, si vous simplifiez. L'investiture, ça a un sens. Moi, j'ai voulu l'investiture de ma famille politique. Je l'ai eue. Mais si je ne l'avais pas eue, est-ce que ça aurait fait de moi quelqu'un qui n'est pas adhérente au LR? Je serais restée adhérente au LR. Mais je n'aurais pas été investie. C'est moi qui porte le projet de la droite et du centre à Paris. Bien. Parlons de vos propositions. Tiens, Anne Hidalgo, vous parliez d'Anne Hidalgo, a encore développé son plan vélo hier en disant que en 2024 il y aurait des pistes cyclables dans toutes les rues de Paris, sans exception. Bonne idée? Supprimer donc toutes les places de stationnement, donc plus de voitures. Pas toutes, mais beaucoup. 60 000, c'est énorme. 60 000, que fait-on des Parisiens qui ont des stationnements résidentiels? Donc ça, on s'en fiche, on s'en moque. Mais prendre leur argent, ça c'est intéressant. On prend leur argent. Ça pose pas de problème. Que faisons-nous du personnel soignant qui va soigner des gens à domicile? Que faisons-nous des gens qui doivent aller à l'hôpital? Je parle par exemple, l'Institut Curie, l'hôpital Saint-Antoine. Je vous invite à y aller, monsieur Bourdin. C'est inaccessible. Curie, vous imaginez pourquoi les gens vont à Curie? Mais Rachida Dati, je vous pose une question. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Moi, je ne suis pas... Madame Hidalgo a dégradé Paris et là, elle oppose un mode de mobilité à un autre. Moi, je ne souhaite pas opposer le vélo
à la voiture. Je souhaite qu'on ait une harmonie, que ce ne soit pas l'anarchie comme aujourd'hui. Je souhaite, à Strasbourg, ils ont mis des pistes cyclables, le vélo fonctionne très bien avec la voiture. Partout ? Avec d'autres, oui, mais avec la voiture. Non, parce que est-ce que toutes les rues de Paris avec vous, maire, seront équipées de pistes cyclables ? Je souhaite. Non, ça ne sera pas un mode de transport contre un autre. Madame Hidalgo a opposé les Parisiens les uns aux autres. Je ne les opposerai pas. Nous ferons un plan. Écoutez-moi, on peut construire des pistes cyclables et rouler à côté, non, avec une voiture. Oui, mais si vous enlevez la place de stationnement. Où est la voiture ? Et donc, moi, je souhaite élaborer un plan de mobilité avec des experts, les maires d'arrondissement et les maires de tout le Grand Paris. Parce que la mobilité, c'est pas que... Qu'est-ce que vous allez proposer à l'association Paris-Ancel je les ai reçus. Oui. Et ils sont totalement mécontents de la manière dont les plans vélos ont été mis à Paris. Mais qu'est-ce que vous allez proposer ? On a discuté ensemble et je suis d'accord avec leurs propositions. Ils m'ont proposé quasiment un plan vélo métropolitain. C'est-à-dire qu'ils ont... Tout est harmonieux. C'est-à-dire qu'ils ne font pas comme Madame Hidalgo a fait, de faire des plans vélos tronçon par tronçon, quartier par quartier, pour se rendre compte au final que on ne peut pas... que quand on a fait un tronçon, il n'est pas connectable avec le quartier d'à côté, pour ne pas dire avec l'arrondissement d'à côté. Donc on défait et on refait. L'association Paris-Ancel a des plans et a une vision qui est équilibrée et qui est en harmonie avec les autres mobilités à Paris. Est-ce qu'on peut éviter encore d'opposer les Parisiens les uns aux autres ? Plus de diesel dans Paris, quand ? Alors moi j'ai effectivement dit que la vocation du diesel, de lutter, c'était le diesel qui provoquait la pollution particules fines. Mais que dit-on aux Parisiens ? Mais quand ? Non mais quand ? Plus de diesel, vous avez dit... Qu'est-ce que vous avez dit ? Non, j'ai dit il faut lutter contre la pollution par les moteurs diesel, notamment la pollution particules fines. Mais j'ai pas dit on interdit en 2024 le diesel. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous avez dit alors ? J'ai dit en 2024. J'ai dit on commence à lutter contre effectivement le diesel alors, polluant. interdiction du diesel quand dans Paris ? Il faut quand même un moratoire. Qu'est-ce qu'on dit aux Parisiens ? Pour quand ? Il faut un moratoire, monsieur Bourdin. Donc un moratoire, d'accord, mais pour quand l'interdiction du diesel ? L'interdiction définitive. Est-ce que vous êtes, favorable à une interdiction définitive du diesel dans Paris ? Moi, je souhaite respecter les Français qui n'ont pas eu d'autres moyens que d'acheter du diesel quand on les a poussés à les acheter et qui n'ont pas le moyen aujourd'hui de changer leur voiture. Et donc, il faut une transition et les aider. Il faut un certain temps. Vous avez dit 2030, fin des moteurs thermiques, dans 10 ans. Polluant. Et donc là, il y a de la recherche parce que vous avez maintenant... Vous ajoutez polluant maintenant, oui. Non, mais j'ajoute pas polluant. Les moteurs thermiques, il y a effectivement, c'était polluant. Je vais vous donner un exemple. Quand on a commencé à lutter contre la pollution, quand on a dit il faut lutter contre la voiture à Paris, c'était contre les voitures polluantes. Aujourd'hui, on a des voitures électriques propres, mais on continue de dire qu'il faut lutter contre la voiture. Donc moi, je n'irai pas, vous ne me ferez pas tomber dans ce piège-là. Moi, je souhaite qu'il y ait des voitures... des précisions à apporter. Non, ce piège-là de dire on est contre tout, on est contre la voiture, mais moi je pense aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et pour lesquels la voiture n'est pas un luxe. Et dites-moi, donc, vous voulez ouvrir des tronçons, rouvrir des tronçons de voies sur berge aux voitures ou pas ? C'est ce que je vous ai dit. Il faudra, moi, si je suis élu maire de Paris demain, je remets un plan mobilité qui est élaboré avec des experts, des élus, et il sera soumis aux Parisiens. Il sera soumis aux Parisiens. Mais vous êtes favorable à l'ouverture de tronçons, de voies sur berge ? La réouverture ? Vous savez que le plan mobilité... Vous êtes favorable ou pas ? Non, mais le plan mobilité à Paris a été fait par tronçons, par petits morceaux, sans aucune vision d'ensemble. Je veux un plan... Ce qui a été fait est une chose, mais ce que vous ferez... moi, ce que je ferai, ce que je vais vous dire, c'est un plan de mobilité global à tout Paris que je soumettrai aux Parisiens. Et ce plan ne sera pas fait de manière idéologique, dogmatique et de manière punitive. Il sera fait avec des experts de la mobilité, y compris de la mobilité de demain. Parce que moi, je vais l'anticiper, ce qui n'a pas été le cas de l'équipe de Madame Hidalgo. Alors, je vais terminer avec... j'avais quand même une question sur les 1 200 € que vous voulez offrir aux familles moyennes, de classe moyenne, à Paris, par an, 1 200. Par an. Ça fait 100 € par mois. Pourquoi faire ? Pour... Le sujet du logement à Paris concerne tout le monde. Il concerne la tranche haute des Parisiens qui ne peuvent pas accéder au logement social alors qu'ils sont éligibles. Et puis la classe moyenne supérieure, dite supérieure, qui, dès le premier enfant, sont obligés de déménager pour agrandir leur appartement. Et comme moi, je ne suis pas Madame Hidalgo, qui promet le bonheur dans 50 ans, et en disant aux Parisiens, vous avez souffert, vous allez continuer de souffrir, mais le bonheur, c'est dans 50 ans. Moi, le bonheur, je le veux tout de suite pour les Parisiens. Et donc, je dis à ces Parisiens-là que je leur donnerai une aide, le chèque Paris d'avenir, dès lors... 100 € par mois.
au minimum. Pour se loger à Paris, ça va être dur, avec 100 euros de plus. Mais dès le premier enfant, pour chaque enfant, pour une durée de 3 ans. Et c'est un montant minimum qui peut être effectivement un peu plus important en fonction de la composition familiale. Ça permettra aux classes moyennes supérieures de pouvoir sans doute changer d'arrondissement, ou de les empêcher de changer d'arrondissement, et ceux qui sont, pour les classes les plus modestes, de les empêcher de quitter Paris. Parce qu'il y a entre 10 et 12 000 Parisiens qui quittent Paris tous les ans. Et je veux dire, pour l'essentiel, ce sont des familles. Vous savez qu'on a baissé de près de 7% le nombre d'enfants de moins de 5 ans à Paris. Je ne me résous pas à effectivement faire comme Madame Hidalgo, faire une politique de mobilité et de la famille qui concerne un segment de vie limité. Madame Hidalgo, sa politique, c'est pour le jeune et bien portant. Ça a une durée limitée, généralement. Vous avez vu l'Express qui a reparlé de votre fameux rapport au groupe Renault-Nissan. Il est où ce rapport, d'ailleurs? Personne ne l'a retrouvé. Si, moi je l'ai remis. Vous savez, ce rapport d'audit, vous savez que j'ai déposé... Vous l'avez remis, oui, mais... Non, mais attendez, apparemment, monsieur... les enquêteurs ne le trouvent pas. Non, quel enquêteur? Quel enquêteur? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est Monsieur Léger qui est journaliste contre lequel j'ai déposé plainte pour diffamation. Mais lui, c'est chronique dès qu'il peut. Vous savez, là, en ce moment, ce qu'ils font, ils essayent de gratter sur ma famille. Je sais très bien. Ils essayent d'avoir des éléments. Ils ne me lâcheront jamais. Mais jusqu'à maintenant, certains, voilà, des journalistes comme celui-ci, ils essayent par tous les moyens. Est-ce qu'à ce jour, j'ai eu une seule affaire, une seule anicroche dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle? Moi, je ne cède pas ni aux manœuvres, ni à la déstabilisation. Voilà. Et donc, les boules puantes, je sais que maintenant, c'est open bar, mais j'y suis totalement préparée et je suis totalement sereine face à cela. Il est 8h55. Rachida Dati, notre invitée ce matin sur RMC et BFM TV.